Comment décririez-vous l'Union européenne en 18 mots? Qui parfois est trop lente, c'est certain, et doit être réformée, c'est sûr, mais qui est prévisible. Loyal. Cet extrait du discours d'Emmanuel Macron, prononcé avec ses célèbres lunettes d'aviateur, a dominé la couverture médiatique mondiale. Non seulement en raison de la prestance oratoire du président français et de ses gestes assurés, mais aussi parce qu'il a saisi une vérité plus profonde sur l'Union européenne d'aujourd'hui, surtout lorsqu'on compare cela à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Le sommet de Davos de cette année, traditionnellement considéré comme un camp d'hiver pour l'élite mondiale, a offert plus de moments comme celui-ci que d'habitude. Et pour cause. Si les États-Unis cherchent ouvertement à s'emparer d'un territoire européen de jure sous la forme du Groenland, le dernier sentiment de normalité est en train de disparaître. Le destin de toute chose est de changer, d'être transformé, de périr pour que de nouvelles choses puissent naître, a dit un jour Marc Aurèle. Après des années d'hésitation et de résistance progressive, nos dirigeants européens et occidentaux, au sens large, commencent enfin à accepter et à mettre en œuvre ce changement. Ursula von der Leyen est souvent associée à des discours qui, au final, ne signifient pas grand-chose. Était-ce différent cette fois-ci? Citation : « Les chocs géopolitiques peuvent et doivent servir d'opportunité pour l'Europe. À mon avis, le bouleversement que nous traversons aujourd'hui est une opportunité, en fait une nécessité, de construire une nouvelle forme d'indépendance européenne, a déclaré la présidente de la Commission européenne à Davos. Et, en effet, dépouillée de ses illusions par Donald Trump, l'Union européenne met désormais en place un cadre longtemps préconisé pour les entreprises. L'UE acculé, l'Europe n'a d'autre choix que de se réformer. Y parviendra-t-elle avec succès? Euromaxing peut-elle sauver l'Europe? Dans son discours, Ursula von der Leyen a axé son propos sur 3 piliers : entreprise, investissement, marché et énergie. Commençons par le premier. Une fois de plus, donnons la parole à la présidente de la Commission européenne. Citation : « L'objectif est de créer une structure d'entreprise vraiment européenne. Nous l'appelons UE incorporée, avec un ensemble unique et simple de règles qui s'appliqueront sans difficulté dans toute notre Union. » Fin de citation. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? UE incorporée est une nouvelle norme juridique pan-européenne conçue pour faciliter la création, la croissance et le financement des startups à travers l'Union européenne. Son objectif est de créer une 28e forme juridique optionnelle, fonctionnant parallèlement aux structures nationales telles que la SARL en France ou la GmbH en Allemagne, mais basée sur un ensemble unique de règles valables dans toute l'Union européenne. Concrètement, UE Incorporated permettrait à une entreprise d'être enregistrée dans n'importe quel État membre en 48 heures, entièrement en ligne, via un registre central unique et selon des règles de capital identiques. L'initiative repose sur plusieurs piliers clés : un statut juridique commun, l'harmonisation des ECOPS à l'échelle européenne, des plans d'option d'achat d'actions pour les employés, un financement transfrontalier simplifié grâce à des documents d'investissement standardisés et une meilleure protection des investisseurs minoritaires. L'objectif est d'éliminer la fragmentation bureaucratique qui a longtemps poussé les startups européennes à transférer leur structure juridique aux États-Unis, ce qu'on nomme le Delaware Flip, et faire de l'Europe un marché aussi facile d'accès que les États-Unis ou la Chine, comme l'a souligné Ursula von der Leyen. Si le projet est mis en œuvre rapidement et de manière décisive, il accélérera non seulement la croissance des entreprises européennes, mais attirera également des capitaux mondiaux dans l'UE. Des marchés de capitaux faibles et un accès limité au financement des startups figurent depuis longtemps parmi les faiblesses structurelles les plus graves de l'Union européenne. C'est pourquoi cette initiative est si cruciale pour l'innovation sur le vieux continent. Tom Henriksson, associé principal chez la société de capital risque Open Ocean, a commenté l'initiative en ces termes : « Il est difficile de ne pas être enthousiaste. Le projet de création d'une entreprise pan-européenne entièrement numérique, pouvant être créée en 2 jours, permettra enfin, s'il est bien mis en œuvre, de mettre les startups au même niveau que leurs concurrents étrangers. »
Il est difficile de surestimer la gravité de cela à l'heure actuelle. Acquérir des entreprises dans d'autres États membres ou tenter de développer son activité au-delà des frontières plonge les fondateurs au cœur d'un interminable labyrinthe de réglementation. Les réunions en personne avec des notaires supervisant chaque signature sont terriblement dépassées, surtout lorsqu'elles sont imposées à des entreprises axées sur le numérique. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour les investisseurs européens. Ursula von der Leyen a aussi confirmé que Bruxelles travaille activement sur l'union de l'épargne et de l'investissement. Pourquoi est-ce important ? Rappelons un extrait de notre rapport de décembre. Les Européens détiennent 10 000 milliards d'euros sur des comptes d'épargne à faible rendement, un montant stupéfiant d'argent inactif. Les Européens investissent moins que les Américains et les startups européennes ont du mal à se financer. Ensuite, l'Europe doit mobiliser ses investisseurs. Si les Européens atteignaient le niveau d'activité d'investissement des Américains, cela injecterait au moins 350 milliards d'euros de nouveaux capitaux chaque année sur le marché européen. Comme l'explique la présidente de la Commission, l'Europe a besoin d'un marché des capitaux vaste, profond et liquide, capable d'attirer un large éventail d'investisseurs et de réduire le coût du financement pour les entreprises, y compris le financement par action, l'intégration des marchés financiers, la couverture du trading, du post-trading et de la gestion d'actifs. Combiné à une supervision plus efficace, cela vise à garantir que les capitaux affluent là où ils sont le plus nécessaires pour développer l'innovation et l'industrie des PME. Nous n'aimons généralement pas nous vanter, mais il est assez révélateur que ces deux réformes, précisément, l'Union européenne incorporée, présentée par nous sous un nom légèrement différent, et l'Union de l'investissement sont apparus dans le même ordre exact parmi les recommandations de réforme principales. Dans notre épisode de décembre, l'Union européenne avance en somnambule vers l'effondrement. La troisième priorité immédiate, identifiée par Ursula von der Leyen, est la création d'un marché de l'énergie intégré et abordable. Le diagnostic que l'énergie est désormais le principal goulot d'étranglement de l'Europe est exact. Mais contrairement aux deux premiers problèmes, il ne peut pas être réglé rapidement par la seule réglementation. La situation énergétique de l'Europe est grave parce que le continent, sous la direction de l'Allemagne, s'est d'abord rendu dépendant des hydrocarbures russes, puis a lancé une croisade contre l'énergie nucléaire. La transition vers les énergies renouvelables au détriment des combustibles fossiles est fondamentalement justifiée, mais trop souvent, l'UE a subordonné le calcul économique à l'interprétation idéologique. En d'autres termes, la transition n'était ni équilibrée ni stable. On observe désormais une évolution partielle de la rhétorique. Von der Leyen déclare que l'Union a l'intention de promouvoir non seulement les sources renouvelables, mais aussi l'énergie nucléaire. C'est un changement significatif, surtout si l'on considère que l'Allemagne, le pays d'origine de von der Leyen, menait jusqu'à récemment la croisade antinucléaire. Il semble que Berlin ait reculé de cette position au niveau européen, même si Friedrich Merz, s'exprimant également depuis Davos, a réaffirmé qu'il n'y aura pas de retour à l'énergie nucléaire en Allemagne. L'histoire montre cependant que les hommes politiques sont déjà revenus sur des déclarations bien plus fermes. Malgré les priorités énoncées, Ursula von der Leyen appelle à un état d'esprit d'urgence. Et c'est précisément là que réside traditionnellement le talon d'Achille de l'Europe. Parfois, c'est trop lent, c'est certain, comme aime le dire Emmanuel Macron. L'Europe sera donc jugée sur les résultats, pas sur les déclarations, même si le diagnostic lui-même et la définition des priorités méritent d'être reconnus. La présidente de la Commission a également abordé le sujet brûlant de ces dernières semaines, à savoir la pression de Donald Trump concernant le Groenland, tout en soulignant une nouvelle fois l'amitié avec les États-Unis. Elle a promis la pleine solidarité de l'UE avec le Royaume du Danemark et a clairement indiqué que son intégrité territoriale n'est pas négociable. L'Union prépare également ce qu'elle a décrit comme une vague d'investissement au Groenland. D'un point de vue géographique, le Groenland est un pont reliant l'Europe non seulement aux États-Unis, mais aussi à un autre ami découvert dans l'adversité. Canada Emmanuel Macron a peut-être dominé TikTok, X, YouTube et les Reels Instagram. Mais c'est le Premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a remporté le concours informel du meilleur discours à Davos en 2026. Pourquoi a-t-il reçu une ovation ? Écoutons un extrait plus long,
car il s'agit d'un diagnostic exceptionnellement concis de notre réalité contemporaine. Il semble que chaque jour, on nous rappelle que nous vivons à une époque de rivalité entre grandes puissances, que l'ordre fondé sur des règles s'estompe, que les forts font ce qu'ils peuvent et que les faibles doivent subir ce qu'ils doivent. Et cet aphorisme de Thucydide est présenté comme inévitable, comme la logique naturelle des relations internationales qui reprend ses droits. Et face à cette logique, il y a une forte tendance pour les pays à suivre le mouvement, à s'entendre, à s'accommoder, à éviter les ennuis. Espérer que la conformité garantira la sécurité? Eh bien, ce ne sera pas le cas. Alors, quelles sont nos options? En 1978, le dissident tchèque Václav Havel, qui deviendra plus tard président, a écrit un essai intitulé « Le pouvoir des sans-pouvoirs ». Et dans cet essai, il a posé une question simple. Comment le système communiste s'est-il maintenu? Et sa réponse commençait par l'exemple de l'épicier. Chaque matin, le commerçant place une pancarte dans sa vitrine. « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Il n'y croit pas. Personne n'y croit, mais il met quand même la pancarte. Pour éviter les ennuis, pour montrer qu'il se conforme, pour s'entendre avec tout le monde, et parce que chaque commerçant dans chaque rue fait la même chose. Le système perdure non seulement par la violence, mais aussi par la participation des gens ordinaires à des rituels qu'ils savent, au fond d'eux-mêmes, être faux. Havel appelait cela vivre dans le mensonge. Le pouvoir du système ne vient pas de sa vérité, mais de la volonté de chacun de faire semblant d'y croire, et sa fragilité provient de la même source. Quand une seule personne cesse de jouer le jeu, quand l'épicier enlève son panneau, l'illusion commence à se fissurer. Mes amis, il est temps pour les entreprises et les pays d'enlever leurs panneaux. L'appel final de Kearney peut être compris de deux manières. Comme l'explique plus tard le Premier ministre canadien dans ses remarques, le Canada enlève le panneau, reconnaissant ouvertement que l'ancien ordre n'est plus d'actualité, que ce qu'on appelle l'ordre fondé sur des règles était dans une certaine mesure une fiction commode, une histoire à laquelle nous avons collectivement accepté de croire pour le bien du développement commun. Cette histoire a désormais épuisé son format actuel. Mais le geste de Kearney, en retirant le panneau, revêt une seconde signification, plus explicitement anti-impériale, adressée à son voisin du Sud, ainsi qu'à la Russie et à la Chine. Dans cette interprétation, Kearney envoie un message clair. Si les petites et moyennes puissances du monde cessent d'afficher des signes de soumission à Donald Trump, son pouvoir d'intimidation diminue également. Et comme j'ai de jeunes enfants à la maison, ce que vous voyez à l'écran maintenant est une scène de « Il était une fois dans l'herbe ». La position commune de l'Union européenne et du Canada sur le Groenland a rendu ce point parfaitement clair, même si cela n'a certainement pas mis fin à la saga. Kearney est effectivement devenu la voix de l'immense majorité des pays qui ne sont ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie. Des pays qui sont profondément mal à l'aise avec un ordre mondial, qu'il a décrit comme un ordre dans lequel les puissants font ce qu'ils veulent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Un ordre qui, en pratique, représente une régression dans la coopération internationale. En retirant le panneau, Kearney a appelé les petits États à rester unis tout en développant simultanément leurs propres capacités autonomes. Presque tous les dirigeants mondiaux affirment désormais le soutenir. Pourtant, comme l'a lui-même averti le Premier ministre canadien, un monde de forteresses sera plus pauvre, plus fragile et moins durable. Cette position, ainsi que la position commune de l'UE et du Canada sur le Groenland, ont rapproché Ottawa et l'Europe de manière significative. Lors de la session de questions-réponses, Kearney a naturellement établi un lien entre le potentiel de ces deux blocs, notant qu'ensemble, le Canada et l'Union européenne représentent environ 20% du PIB mondial. Fait révélateur, malgré la proximité géographique, Kearney a associé le poids économique du Canada à celui de l'Europe, et non à celui des États-Unis, qui sont pourtant bien plus proches, bien sûr. Le positionnement du Canada est en partie motivé par la rhétorique de plus en plus agressive de Donald Trump, y compris son penchant pour inonder Internet de contenu généré par l'IA.
Il qualifie parfois le territoire canadien d'américain. Certains commentateurs sont même allés jusqu'à suggérer que le Canada devrait rejoindre l'Union européenne. Dans des circonstances normales, nous rejetterions cela comme de la pure fiction politique, mais étant donné la direction que prend la géopolitique contemporaine, rien ne peut être totalement exclu. Pour l'instant, le Canada maintient un accord de partenariat stratégique avec l'UE et a rejoint un mécanisme de défense sécurisé. Une coopération plus poussée n'est pas seulement probable, elle semble inévitable. L'Union européenne lance également une offensive dans d'autres régions du monde. L'accord controversé du Mercosur a été signé mais pas ratifié, et pour l'instant, il a été effectivement mis au congélateur par la Cour de justice européenne. En conséquence, le processus a été retardé de jusqu'à 2 ans. L'accord a été rejeté par l'Autriche, la France, la Hongrie, l'Irlande et la Pologne. La Belgique s'est abstenue, les autres ont voté en faveur. Cependant, l'accord de libre-échange avec l'Inde, surnommé la mère de tous les accords, pourrait avoir des conséquences encore bien plus importantes. L'accord entre Bruxelles et New Delhi est présenté comme un partenariat entre la puissance majeure à la croissance la plus rapide au monde, l'Inde, et ce qui reste le plus grand marché du monde, l'Union européenne. Pris ensemble, l'accord couvrirait près de 2 milliards de personnes, soit environ 25% de la population mondiale. L'accord, qui est encore en cours de finalisation au moment où ce script est rédigé, devrait réduire les droits de douane, notamment sur les automobiles, passant de 110% actuellement à 40% et à des étapes ultérieures, même jusqu'à 10%. L'Inde, de son côté, cherche à obtenir un accès plus facile pour ses produits pharmaceutiques et textiles, en partie pour compenser l'impact des droits de douane américains. New Delhi cherche également à améliorer l'accès des professionnels et travailleurs indiens au marché du travail européen. Mais il se passe autre chose autour de l'Europe. Les discours politiques sont une chose, les réformes annoncées en sont une autre, les nouveaux accords commerciaux en sont une troisième. Mais autour de l'Union européenne et de l'Europe au sens large, une nouvelle tendance intéressante devient de plus en plus visible. Alors que les gens observent ce qui se passe aux États-Unis, sans parler de la Russie ou de la Chine, ils commencent à s'identifier activement à ce qui est européen, une tendance que nous avons abordée dans notre épisode « L'Occident en guerre contre lui-même ». Bruxelles se prépare à lancer Eurostack, qui consiste à privilégier les solutions logicielles européennes plutôt qu'américaines. Mais ce n'est pas tout. Des vidéos apparaissent qui font la promotion des produits européens et d'un mode de vie européen, un phénomène souvent appelé Europe Maxing. Les appels à acheter des produits fabriqués en Europe gagnent du terrain. Les prévisions sur la pression pour créer des réseaux sociaux européens commencent aussi à se réaliser. Le changement est également visible dans les données. En 2025, le nombre d'Européens voyageant aux États-Unis a fortement chuté. Dans un monde qui semble défier l'Europe de toutes parts, les Européens commencent à ressentir un besoin croissant de soutenir ce qui est européen. Beaucoup de ces initiatives échoueront inévitablement. Mais si l'esprit derrière ce changement perdure, il se pourrait que Donald Trump ait offert au projet européen le catalyseur de changement le plus puissant depuis des décennies.